Jean-Michel, juste une petite présentation de ta carrière, pour les jeunes qui ne connaissent pas. Jean-Michel Bayle, j'ai commencé la moto, j'avais 10 ans. Pas avant Non, pas avant. J'aurais cru avant, tu vois. Non, 10 ans. Motocross, quoi, trial au début, et puis motocross. Et puis voilà, j'ai gravi les échelons, champion du monde en 88, re-champion du monde en 89, et puis direction les États-Unis. Supercross 90, 91 je gagne tous les championnats aux États-Unis, motocross et supercross, 92 dernière année de motocross avec une fin au Supercross de Paris, une victoire sur le dernier jour, et puis après vitesse, MotoGP, Grand Prix vitesse pendant 8 ans, et après arrêt des Grands Prix et de l'endurance moto, 24 heures du Mans, bol d'or, et puis un petit peu d'enduro, et puis voilà, ça s'est terminé en 2004. Alors, bon, moi j'étais petit, je t'ai suivi toute ta carrière en cross, parce que ça me faisait rêver, les années 91, tout ça. Là où vraiment j'ai été choqué, 2010, Hervé Poncharal, qui est un ami, il m'invite à Brno. À Brno, ouais, Tchécoslovaquie. Ouais. Donc je vais au Grand Prix, tout ça, on regarde le Moto 3, le Moto 2, et là les MotoGP elles ont démarré, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais Jean-Michel... La première réaction qui m'est arrivée, c'est que Jean-Michel, il a fait ça. Et Hervé, il me dit, ben, le pire, c'est qu'il a fait d'Apple. Oui, à Brno, j'ai fait la pole. Ouais. Et là, je me dis, oh, putain, il me dit, c'était des 500, c'est pas des MotoGP. Voilà, respect. Là, franchement, non, mais... Ah ouais. Personne ne l'a jamais fait. Alors oui, il y a Pedrucci qui a fait l'inverse. Mais quand tu connais son cursus, tu comprends beaucoup plus pourquoi. Et par contre, dans ce sens que tu as fait toi, là, respect. Parce que là, il faut tout reapprendre à zéro. Donc en fait, tu as appris 2 fois à faire de la moto. Ouais, mais n'importe comment, moi, ma base, en fait, comme je dis toujours, ma base, moi, c'est de savoir faire de la moto. C'est ma base. Et après, je me suis spécialisé dans le motocross, dans le supercross, et après, je suis allé faire de la vitesse. Mais je suis aussi bon en trial, voilà, en enduro. D'ailleurs, j'ai roulé en championnat de France, voilà. Ouais. Je sais faire de la moto. Et du coup, c'est vrai que souvent, des petits jeunes me demandent qu'est-ce que je dois faire. Moi, je fais le mini-vert, je fais du motocross, qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Souvent, je leur dis, apprends à faire de la moto. Et le père me dit, mais non, mais il s'est déjà sauté des tables et tout. Oui, c'est sûr qu'il s'est sauté des tables, mais juste apprends à faire de la moto. Parce que pour moi, c'est la base, c'est voilà, d'apprendre à bien faire de la moto et après se spécialiser dans une catégorie. Non, mais après, on avait roulé une fois en supercross chez toi, avec Machio. Je sais pas si tu te souviens, tu étais avec la Suze. Et je me souviens très bien, on s'est arrêté. Et en fait, quand on s'est arrêté pour discuter, tu t'amusais à essayer de tenir un équilibre assis sur la moto. Et tu vois, je me dis, mais il est con lui, pourquoi il fait ça? Non, mais tu vois, c'est des détails. Ouais. Mais après, t'as ça dans le sang ou pas, tu vois. Alors, je m'amuse toujours à essayer de le faire. C'est compliqué, c'est un truc très dur. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant, en fait. C'est un aspect de l'approche de la moto qui est différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ces podcasts avec chaque pilote, l'analyse du pilote est toujours différente. Et ma première question avec chacun d'entre eux, quelle est ta définition du talent? Et le talent, c'est tes capacités à conduire une moto, juste tes capacités techniques à piloter. Voilà. Pas de travail? Après, c'est savoir comment est arrivé le talent. Ok. Voilà. Comment est arrivé le talent et qu'est-ce qui t'a donné ce talent-là? Là, on peut en discuter. Mais la première des choses, le talent, c'est quoi? C'est ça, c'est tes capacités à piloter une moto. Si elles sont bonnes, mauvaises, ou voilà, c'est tes capacités. Moi, j'appelle ça le talent. Après, le talent, ben, tu nais certainement avec des facilités, peut-être, et encore, je sais pas, mais surtout, tu le développes, le talent. Tu le développes soit en t'amusant, soit en travaillant, soit en étudiant. Mais en tout cas, tu le développes, parce que tu es obligé de le développer. Même si tu as des facilités pour faire un certain sport, tu es obligé à un moment de le développer. Tout à fait. Alors, je pense que tu as été très bon précurseur, même aux États-Unis. On se souvient très bien de cette vidéo avec, comment il s'appelait, le présentateur mythique de Bercy. Ah, Jean-Louis Bernardelli. Ouais, qui était venu et tu avais roulé avec Stanton dans une piste. Et en fait, ta facilité déjà technique par rapport à Jeff Stanton, c'était... Et en fait, tout ça, t'es arrivé aux États-Unis avec un bagage technique que les Ricains n'avaient peut-être pas forcément. Qui ont eu, hein, parce que un mec comme David Bailey, qui était avant moi, avait largement les capacités techniques que j'avais, même plus.
Il y en a toujours eu des pilotes qui ont eu des capacités techniques extraordinaires. Mais je pense que toi, tu l'as travaillé plus que ça. Après, c'est pas tous les pilotes qui ont ça qui gagnent. Non, Voilà. non, bien au contraire. Donc David a gagné et avait une grosse capacité technique. Ronnie Le Chine aussi avait une grosse capacité technique. Mais ça ne gagne pas forcément. Non, Donc, parce qu'après, il y a l'hygiène de vie, il n'y a pas que ça. il y a Parce qu'il y a pas que l'engagement, ça. il y a tout pas que ça. ouais. Et tu vois, DV, il était très intéressant parce qu'il expliquait qu'il y avait 3 choses. Et en fait, ce qui est intéressant avec toi, et tu vois, ce qui est le contraire avec David, c'est que David, il te dit non, mais il faut pas s'amuser là, c'est du travail. Ouais. Et toi, en fait, tu allais chercher dans l'amusement, dans des jeux d'amusement, du travail, que, en fait, par définition, toi, tu l'as porté à du travail. Tu prenais ça sur l'amusement, parce que je me souviens très bien à Manos que tu allais chercher toute la journée à faire des sauts à droite à gauche. En fait, c'était pas un amusement. C'était comment tu peux appeler ça? Amusant à faire, mais super technique et super dur. En fait, DV, je peux comprendre ce qu'il dit, que c'est du travail, parce qu'à la fin, ça peut ressembler à du travail. Mais justement, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est que quand tu commences à faire tu mets autant d'horaires de roulage, tu peux pas faire que du travail. Parce qu'au bout d'un moment, tu satures aussi. Donc il faut quand même garder une partie de fun et une partie de plaisir. Et donc le plaisir, tu peux aller le chercher dans le travail, tu peux aller le chercher dans l'amusement, et tu peux aller chercher même dans la technique, tu vois. Donc du coup, c'est à toi de diversifier ton entraînement pour que ça reste un plaisir et que ça reste aussi un challenge et que ça reste un challenge contre toi pour progresser tous les jours, pour essayer d'en faire un peu plus, pour t'améliorer. Mais en fait, le plus important, c'est le curseur de la performance. C'est tout, c'est juste où tu veux mettre le curseur. Et c'est ça qui est le plus important. Mais c'est pour ça pour moi, il n'y a pas de différence entre l'amusement, le travail et tout ça, parce que ça mène tout à la même chose. Ça mène tout à la même chose, c'est juste une façon différente d'y aller. Mais tu es obligé de jouer avec tous ces trucs-là pour y arriver, parce que sinon, tu tiens pas. Non, mais tu as raison, parce qu'au bout d'un moment, ça devient rébarbatif et tu satures et tu n'as plus envie. Oui, et puis tu es obligé, tu vois, même dans les entraînements, moi je fais beaucoup de vélo, je fais pour mon entraînement. Mais pareil, en vélo, tu es obligé de diversifier. Tu peux pas faire que un seul type d'entraînement. Tu es obligé de diversifier pour moins te lasser, pour pouvoir... Alors je pense que avec le recul, un peu avec de l'analyse, je pense que c'est notre état d'esprit français qui est comme ça. Je pense qu'un Ken Roczen, c'est une machine de guerre. Il est capable de tous les jours enchaîner. J'ai pas l'impression que... Tu sais, alors, ce qu'il fait quand même, parce qu'il revient d'une sacrée grosse blessure, et tu vois, il a quand même cette rigueur allemande que nous, peut-être français, on n'aurait pas. Et il est toujours là, non? Ouais, alors après, il y a aussi un truc qui est super important, en plus du talent et des capacités à piloter, c'est pourquoi. C'est pourquoi tu le fais. Ouais. Et ça c'est super important parce que c'est ce qui te donne la direction pour te lever tous les jours et aller faire quelque chose. Donc le pourquoi, il est super important. Moi, c'est une question des fois que je pose souvent quand des gens me demandent j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ok, tu as envie, mais pourquoi? Ouais. C'est quoi la raison? Pourquoi tu veux le faire? Parce que tu peux avoir différentes raisons. Tu peux avoir le mec qui veut gagner parce qu'il a envie d'être très riche. Tu peux avoir le mec qui veut gagner parce que son rêve, c'est d'aller battre les Américains en supercross. Un autre, ça va être parce qu'il a sa famille à nourrir. Un autre, ça va être parce que son père, il est derrière et qu'il lui met des coups de cravache. Ouais. Donc, en fait, tout le monde a des raisons différentes. Et le pourquoi, il est quand même très important parce que c'est le pourquoi qui te permet de faire les efforts nécessaires pour faire le travail derrière. Et donc, après, c'est ce côté-là qui est intéressant. Et Roczen... Ouais, après, il y a les mentalités, selon les pays, pas les mêmes, influent beaucoup. Tu le vois dans la façon dont les gens travaillent, l'implication. Et ça, chaque pays a un peu sa façon de faire. Alors, toi, tu as travaillé avec Roger. Je pars du principe, Raoult, il dit il y a des sachants dans la vie. Je pense que lui, il est sachant. Ouais. Et je pense que, tu sais, il a réussi beaucoup de pilotes. On va pas dire il fait des pilotes, il est sublime. Parce qu'il a une exigence et parce qu'il a des bases. Une fois, je crois que tu m'avais expliqué qu'en test, il avait, pour valider une pièce, il fallait faire 4 tours. Et en fait, il n'y a que le chrono qui parlait par rapport à la pièce, tu vois. Et c'est super intéressant parce que cette exigence-là, il n'y a que lui qui l'a. Ouais, non mais Roger, moi j'ai beaucoup appris au contact de Roger parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais déjà champion du monde. Mais du côté vraiment préparation de la moto,
tout ce qui est l'environnement autour du pilotage. J'avais pas toutes j'étais pas au point sur tout. Et Roger là-dessus, il était super. C'était une super personne pour apprendre parce que Roger, il était très méthodique, réfléchit à tout, il prend du recul sur les situations. Et donc du coup, moi j'ai beaucoup appris. Et en même temps, il y a des trucs aussi où je suis devenu tellement pointu qu'ensemble, on s'est bien trouvé, quoi. Parce que des fois, je veux dire, j'étais même plus pointu que lui sur certains trucs. Mais c'est vrai que quand tu dis tu fais 4 tours, les chronos, mais ça c'est oui, parce qu'on avait cette base avec Roger, parce que si tu écoutes les pilotes, le pilote il veut toujours quelque chose de confortable. Non mais si Non, mais tu fais des tests, nous on en a fait des tests, on a regardé les tests. Le pilote il veut toujours quelque chose qui est confortable, c'est-à-dire il dit ah ouais là c'est bien mais là je me sens pas bien. Ouais mais tu vas plus vite. Donc, ouais, mais t'as raison. Tu vois, donc en fait, on est là, c'est pour aller vite, c'est pas pour être confortable. C'est ton métier, toi, c'est justement d'encaisser la difficulté. Donc, ok, c'est plus dur, mais ça va plus vite, donc c'est normal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais. en fait, c'est la performance. Tu cherches la performance en permanence. Du coup, il faut savoir jouer avec ça et travailler avec ça. Non, mais c'est cool parce que, en fait, avec le temps, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de pilotes, ils n'ont pas l'aspect développement. Non, mais il n'y a Ils personne ont pas... qui travaille correctement aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde. Non, mais alors là où on le Il n'y a voit pas grand monde. le plus, c'est en vitesse. Quand tu dis que Marquez, il n'arrive plus à mettre au point une moto et qu'il est obligé de déménager parce qu'il n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, ce qu'il veut lui personnellement. Et Fabio, il en chie aussi quand même. C'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est plus complexe que ça. Oui, mais tu vois, par exemple, il prend une direction, ça marche pas, il revient dans l'autre direction, ça marche un peu moins bien. En fait, ils savent plus vraiment où est-ce qu'il faut aller. Ouais. Et tu vois, un Pedrosa, tu lui donnes une boîte de conserve, il va mettre du temps, mais il va la faire marcher. Ouais, là je pourrais t'expliquer ce que j'en pense, mais il va te falloir du temps. Parce que là, si tu commences à aller dans le MotoGP, dans tous les sujets. Non, mais après, parce qu'avec toi, tu as un gros panel, on peut parler de plein de choses. Mais en fait, ce que je m'aperçois, c'est que l'exigence que tu mets toi, ouais. elle est cohérente. Alors, hein. Mais c'est que les pilotes aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. Tu sais, moi qui me retrouve à faire du développement, tu dis, en fait, comme tu dis, le gars, il essaye, il te dit, ouais, bah, c'est mieux, mais ouais, je préfère avant. Ouais, mais non, c'est pas. C'est ou mieux ou moins bien. Tu peux pas préférer avant si c'est mieux maintenant. Ouais, mais c'est super compliqué parce que là, quand je dis c'est pas aussi simple que ça, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un réglage qui est sur le papier, à l'ordinateur et avec des tests performants. Si le pilote n'arrive pas à le rouler, ça sera pas efficace. Oui, oui. Et donc, un réglage des fois qui est pas bon, mais qui convient à un pilote, fonctionnera mieux avec ce pilote-là. Ouais, t'as raison, t'as Voilà. raison. Donc en fait, un jour on a eu la discussion avec Roger, parce que Roger, on en discuté, il me fait le problème avec toi JMB, le problème c'est que les tests avec toi c'est hyper compliqué. J'ai dit pourquoi? Il me fait parce que le problème c'est que même s'il y a un truc qui marche pas, tu vas faire avec. Parce que tu es tellement bon que même si on te met quelque chose qui va te gêner sur la piste, Tu vas t'adapter. tu vas t'adapter, tu vas le mettre de côté et tu vas utiliser les côtés positifs de ce qu'on t'a mis. Même s'ils sont petits, tu vas les utiliser à fond et tu vas effacer ce qui marche pas. Et le problème, c'est que si tu fais ça avec un pilote normaux, entre guillemets normaux, Ça marche pas. normal, ça marche pas. Parce que lui, il va de suite buter là-dessus. Il va dire, Ouais. ah, mais ça me gêne trop. Alors que toi, comme tu es très bon, tu vas dire, bon, mais ça me gêne, ok, mais je m'en sers pas. Et on va faire avec. Et je vais faire avec. Et par contre, je vais aller utiliser ce qui marche bien avec ce truc. Et donc, du coup, quand tu as des pilotes comme ça qui sont hyper doués, comme un Marquez, qui est hyper doué, il va se retrouver tant avec des réglages qui lui permettent de faire certaines choses, mais quand tu le mets à un pilote lambda, ça va être la catastrophe. Ouais, non, mais Et je donc, suis du d'accord coup, avec toi. et donc du coup, c'est pour ça que c'est très très compliqué, parce qu'il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi l'aspect mental, il y a tout ça qui rentre en jeu dans la performance. Et justement, c'est là que Roger est super fort, c'est que Roger, pourquoi il a eu une si grande réussite avec plein de teams différents, des marques différentes, des pilotes différents, c'est que Roger, il est capable d'analyser, de prendre du recul, d'analyser ce qui se passe et d'essayer de comprendre, parce que la clé, c'est l'analyse, la compréhension pour la solution. Et si tu n'as pas ce cheminement de t'asseoir, de réfléchir, de regarder et de comprendre pour pouvoir trouver une solution, en fait, tu comptes sur le hasard. Ouais, Alors, ouais. des fois, ça marche parce que tu fais vachement de tests et par coup de chance, tu trouves un truc qui marche.
Mais si tu veux vraiment que ça soit répétitif et reproduit chaque année, tu es obligé de développer ce genre de compétences. Et c'est là où Roger a beaucoup travaillé, et que même moi j'ai beaucoup travaillé de ce côté-là, parce que moi quand je suis passé à la vitesse, c'est pareil, c'est pas du hasard. Mais en fait j'ai appliqué la même méthode que j'ai appliquée en motocross ou en supercross. C'est-à-dire que voilà, donc en fait c'est une méthode, c'est une façon de faire, mais c'est une méthode qui est beaucoup basée sur l'analyse, la réflexion et le travail et la solution. Voilà. Donc quand tu dis voilà le talent, le travail où il est, oui forcément il y a une facilité, mais après il y a tout un travail derrière d'analyse et de réflexion. C'est qui fait ta moto? C'est ton chef mécano. Ouais. Si ton chef mécano, tu t'en occupes pas à la perfection. Ouais. Parce que lui, il va te donner le meilleur de ta moto. Mais par contre, si tu as une mauvaise relation avec lui, t'as pas les bons réglages. Ouais, pas forcément. Non, pas forcément. En fait, non, pas forcément. C'est très complexe. La réussite, elle est très complexe et elle ne tient pas seulement à ce genre de choses. Pour moi, la performance, c'est tout. C'est un tout. C'est un tout. Donc, chez le pilote, tu as 3 choses qui font la performance. Tu as tes capacités à piloter, donc tu peux appeler ça le talent, le travail, ce que tu veux. Tes capacités à piloter. Tu as ton mental, c'est-à-dire pourquoi tu le fais, quelle est ta motivation. Pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire là. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est le physique, pour pouvoir encaisser ce que veut faire ton mental avec ce que tu as en pilotage. Pas mal. Moi, pour moi, quand tu es pilote, les 3 choses que tu dois regarder, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui va diriger le reste. Voilà. Après, tu vas rentrer dans la partie entourage. Ça, c'est ton entourage, c'est ce qui va décider ta moto, ton mécanicien, les gens qui sont autour de toi, mais ça tu le décides, c'est toi qui le décides un peu. Donc pour moi, voilà, quand tu as fait le tour de ça, tu as quand même déjà une bonne vue sur ce qu'il te faut pour pouvoir réussir. Voilà. Après là-dedans, tu as des sous-dossiers à travailler, que tu peux travailler, mais moi, pour moi, la démarche de Roger, c'est d'avoir les capacités à prendre ce recul, poser sur la table les dossiers, donc le mental, tes capacités à piloter une moto, ton physique, ton entourage, voilà, hop, et de dire, bon, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Hop, comment? Tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire de même pour améliorer tel truc? Et là, voilà, c'est essayer de regarder tout ça, et tous les jours, essayer d'améliorer ce que tu fais, tous les jours, pour pouvoir monter un peu les curseurs de chaque chose, voilà. Voilà. Alors après, quand tu fais ça, parce que tu vas te rencontrer un problème, c'est que quand tu regardes tout ça, tu vas dire, bon, bah, écoute, moi c'est simple, j'ai 12 heures dans la journée, je vais les employer à améliorer tous mes trucs. Ok, donc ça c'est le truc que tu fais au début, tu te dis, bah, allez, je vais mettre de l'énergie là, je vais essayer de... Mais après tu te rends compte qu'en fait, tu peux optimiser. C'est-à-dire que ton entraînement, tu peux faire un entraînement qui va t'apporter 1 point sur ton physique, mais tu peux le faire en 2 heures plutôt qu'en 4 heures. Parce que si tu le fais comme il faut, la qualité, tu as besoin de moins de temps. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amélioration de ton entraînement par rapport à la performance que ça va donner. Moi, j'en vois beaucoup des mecs qui se lèvent le matin, ils n'arrêtent pas toute la journée. Tu discutes avec eux, le mec il dit, mais moi je peux pas faire plus, quoi. Ouais, mais tu fais tout à l'envers. Donc à un moment donné, fais que la moitié, fais-le comme il faut. Ouais, t'as raison. Mais fais-le comme il faut. Et je vais te donner un exemple très clair et très simple à comprendre. J'ai connu un pilote, le mec il me fait, mais moi j'arrête pas, quoi. Je vais au circuit à 9 h du matin et je repars à 18 h. Je dis, ok, je vais venir te voir. Je vais venir te voir et on en parle. Donc ok, je vais le voir. Effectivement, à 9 h il est sur le circuit. Il repart à 18 h. Ok, je regarde le compteur de la moto, il a roulé 52 minutes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, en fait, il s'est habillé. Il a arrosé la piste. Donc il a appuyé sur les boutons, il est allé prendre la pioche, il a mis 2 coups dans les whoops. Il a fait 4 tours, puis il avait un problème sur la moto, donc son mécanicien il a réglé le problème. Et puis après, il y a un mec qui est arrivé, il a discuté avec lui 10 minutes. Puis après, il est retourné rouler. Puis après, il a crevé, donc il est rentré. En fait, la moto, elle a tourné 52 ou 57 minutes. Il a passé la journée sur le circuit. Tu prends l'exemple, tu prends Carmichael à côté, il arrive à 9 h, il repart à 10 h 30, il a fait 52 minutes aussi. Ouais, non, mais carrément. Voilà. Et le mec, comme moi je faisais, moi je passais pas beaucoup de temps sur le circuit,
Je rentrais, j'allais me détendre à la plage, j'allais faire du vélo, j'allais faire autre chose. Mais en fait, si tu perds du temps, tu peux travailler toute la journée, ça sert à rien. Oui, oui, carrément, carrément. Voilà. Donc après, c'est l'optimisation de ton organisation pour pouvoir être efficace. Et ça, après, tu peux rentrer dans tout. Hein. Tu peux rentrer dans les voyages, comment tu voyages, le temps que tu perds à voyager, la récupération, tout. Tout se calcule. Rien n'est fait au hasard. Non, non, mais carrément. Après, tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu parles beaucoup des États-Unis. Donc, tu as fait ta carrière en Europe. Tu l'as fait il y a des années. C'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas Internet, on n'avait pas les mails, on n'avait pas tout ça. À quel moment, en fait, tu as dit, moi, je vais partir là-bas? Parce qu'avant toi, d'Européens qui sont partis là-bas... Ah, il n'y avait personne. Non, en fait, moi, ce qui a déclenché, bon, c'est dans l'actualité, c'est le Supercross de Paris. C'est le premier Supercross de Paris en 84. Organisé par les journalistes fous, hein, Xavier Audouard, Pat Boulan, tout ça, qui ont eu l'idée de dire on va amener le Supercross à Paris. C'était à Bercy à l'époque. Et donc pour tous les Français et tous les Européens, c'est la première fois qu'on a vu rouler David Bailey, Johnny O'Mara, Brock Glover. Et on a regardé ça, on était... voilà, c'était... Parce que l'écart était monstrueux entre ce qui se faisait là-bas et nous, ce qu'on faisait. Nous, on n'a jamais vu un terrain de Supercross de notre vie. Donc quand on a vu ça, moi quand j'étais gamin, j'ai vu ça, j'avais 13 ans, j'ai dit mais... moi mes idoles avant c'était Georges Jobet et André Malherbe, au moment où j'ai vu David Bailey sur une piste de Supercross à Bercy, j'ai dit mais moi je veux pas faire comme Malherbe ou Jobet, moi je veux faire comme eux, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais, il était habillé en blanc, il avait la classe. Ça n'avait rien à voir. Les motos qui faisaient wap, Roger de Coster avec la casquette au bord de la piste, j'ai dit moi je veux faire ça, je veux pas faire dans la boue, à rouler en Tchécoslovaquie là-bas. Alors je l'ai fait parce que j'ai commencé par le cross, mais je me suis dit dès que j'ai la possibilité, je veux faire ça, moi je veux faire Supercross. Et comment ça s'est concrétisé? Et du coup après, moi j'étais gamin, je voyais ça, donc déjà j'étais le premier à faire un circuit de Supercross à Manosque. J'en discutais hier soir avec Brock Glover, parce que Brock Glover en fait il a roulé au Supercross de Paris en 84, et le premier terrain de Supercross d'entraînement qu'il y a eu en France, c'est chez moi à Manosque. Parce que moi, il y avait les fax à l'époque, il y avait les trucs, donc Xavier il m'avait passé, je me souviens, le plan du circuit de Supercross, et moi j'avais dit je vais faire un circuit de Supercross à Manosque. Donc j'avais fait mon circuit. Et donc du coup, après le Supercross de Paris, il y avait quand même Brock Glover, Ronnie Le Chine, qui était descendu faire un essai de moto sur mon terrain de Supercross à Manosque. C'est beau ça. Et j'en discutais avec Brock hier, et parce que Brock s'en souvient bien, il me fait, je me souviens, on était arrivé, tu roulais encore en 80, tu nous montrais à toi faire... tu étais en 80? Ouais, moi j'étais en 80, j'avais 14 ans. Et Brock, il s'en souvient bien, parce que j'avais le terrain de motocross à Gréoux, et le terrain de supercross qui était vers Manosque. Mammouth. Et Brock, il s'en souvient même, parce que je faisais un saut avec le 80, il me dit, mais déjà à l'époque, tu sautais un truc de fou. Et Brock, quand il me l'a vu après, quand je suis arrivé aux États-Unis, il a fait le rapprochement. Mais un mec comme Le Chine, par exemple, il est venu chez moi à Manosque en 84, il a mangé à la maison avec mes parents, il a roulé sur mon circuit, il m'a vu avec le 80. Et en fait, quand je suis parti des États-Unis, donc j'avais gagné le championnat en 91, dans 3 championnats, je me suis battu avec lui. Un jour en 92, je me retrouve dans un aéroport avec lui, assis avec lui, et en discutant, j'ai fait, mais tu sais que tu es déjà venu chez moi en France? Il me regarde, il fait, mais je suis jamais venu chez toi. Il me fait, si, en 84, tu es venu chez moi, tu as mangé à ma maison, tu es roulé sur mon circuit. Et là, il me fait, ah, mais c'était chez toi? Je dis, mais tu te souviens pas? Il me fait, j'avais le 80 Kawa, je roulais en 80. Et il me fait, mais c'était toi? Je dis, mais attends, t'as pas capté. Mais c'est un truc de fou. Et le mec, il avait toujours pas capté. Donc c'était un truc de fou. C'est magique, hein. Voilà. Donc, et pourtant, tu vois, Ron Le Chine, c'est quand même, je pense, comme tu disais tout à l'heure, l'un des pilotes les plus talentueux. Ouais, mais alors là, tu vois, Ron Le Chine, c'est le mec qui a du talent, mais il a tellement de talent qu'il a jamais voulu travailler. Il a jamais voulu travailler. Donc le physique, il s'en foutait un peu, parce que n'importe, il pilotait tellement bien qu'il se fatiguait pas trop. Et mentalement, il aimait se faire plaisir. Donc de temps en temps, quand tout allait bien, il gagnait, parce que c'était cool. Mais dès qu'il y avait un peu d'un truc qui lui posait un problème, c'est pas grave, il gagnait pas. Et comme il n'avait pas un mental qui était forcément avec le pourquoi, il n'était pas vraiment... pourquoi, il était dans son pourquoi à lui, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'observer ça et d'observer pourquoi certains, comme tu dis, pourquoi certains réussissent et pourquoi il y en a d'autres qui réussissent pas. Et pourquoi certains, des fois, réussissent sans talent et d'autres réussissent pas avec du talent. Donc tout ça, c'est parce que voilà, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Il faut réunir beaucoup de choses. Mais carrément, carrément. C'est super intéressant. Après, tu vois, en fait, moi, comment j'ai vécu, c'était quoi la course? Les Masters, non? Ça s'appelait? Ouais.
Ouais, T'avais il y a eu gagné. ça. Ouais, bref. Villars, tout Ouais, ça. ouais. En fait, moi, t'es parti du cross trop vite, un peu blasé, presque que ça soit trop facile. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Hmm, Tu vois, t'es parti en vitesse, mais j'étais dégoûté. J'étais hmm. petit en 80, en plus, on est de la même région. Putain, mais il est con, lui, pourquoi il s'en va? C'est, Ouais, il gagne et tout. Et, euh, et après, là où vraiment là où vraiment ça m'a fait rêver, mais après, c'était une autre époque, on regardait ça à distance, c'est avec Bracho. ouais. Bracho, ouais, c'était vraiment un adversaire, ça. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et il était méchant en plus. Oui, oui, non, mais voilà, après, c'est, une fois que tu as fait, t'as mis tout de ton côté, c'est-à-dire le pilotage, le physique, le mental, ton entourage et tout ça. Après, tu te bats contre la compétition. Tu te bats contre des mecs qui font exactement la même chose que toi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce sport, il est quand même très compliqué. C'est que tu dois améliorer tes qualités personnelles, tu dois tout améliorer autour, mais après, tu te retrouves à te battre avec des mecs où il y a encore d'autres choses qui vont rentrer en jeu. Il y a l'agressivité, il y a euh, voilà, comment tu t'imposes par rapport aux autres, comment tu es dans la compétition. Voilà, tout ça, c'est hyper important aussi. Et des mecs qui sont agressifs, comment les gérer. Euh, Ça, c'est aussi une partie qui est hyper importante. C'est est-ce que tu rentres dans le même jeu que lui? C'est-à-dire que le mec, il est agressif, donc toi, tu es agressif aussi. Mais dans ce cas-là, tu tombes, tu perds des points, tu lâches des points inutiles. Soit tu esquives autrement. Voilà, donc ça, tout ça aussi, c'est de la stratégie, mais ça se réfléchit aussi. Tu le fais pas par hasard. Non, non, mais je me Voilà. souviens très bien parce que l'année où tu avais voulu faire les 3 championnats aux US, c'est ça? Hum, Il avait roulé avec. Il n'y avait pas la moto chez Yamaha, il avait sorti une vieille Brel. hum. Mais tu sens que le gars, Ah oui, oui. c'était sa bête noire. Ah ouais, bah bien sûr. Ouais, mais après, il y a alors, moi, je fonctionne pas comme ça. Après, quand je te disais le pourquoi et la motivation, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir parce que tu as envie de t'as envie de gagner ça, mais elle peut venir aussi de la colère, que tu n'as pas envie que le mec il fasse ça, donc tu as envie de le faire à sa place. Ouais, ouais. Donc, en fait, la motivation, elle peut venir de différentes choses. Après, moi, c'est pas ma façon de voir les choses, mais ça peut être la façon de certains pilotes de trouver de l'agressivité, de trouver de la motivation. C'est en essayant de battre l'adversaire, en essayant de le mettre plus bas que terre. Et il y a des pilotes, ils sont comme ça. Ils Ouais, trouvent leur mais- énergie là-dedans, là-dedans. Et après, chacun fait un peu avec ses armes, quoi. Non, non, mais c'était. Ouais, aujourd'hui, avec le recul, tu regardes, c'est presque pas marrant, mais c'était. Pour l'époque, c'était déjà énorme. Mais à l'époque, je me rappelle à Bercy, ce qu'il avait fait et tout. Tu te dis, putain, mais lui, il est complètement abruti. Ouais, mais après, moi, tu sais, moi, ça m'est, tu vois, Bradshaw, on se retrouvait souvent ensemble. Donc, moi, je savais ce qu'il était capable de faire, je savais son truc. Mais je me souviens au Supercross de Paris, au bout des coursives où on a le moteur coupé pendant 3-4 secondes avant le freinage, donc il y a moins de bruit avec les deux temps, on arrivait à un truc. Moi, je l'engueulais à tous les tours, je le traitais d'enculé, de tout ce que tu voulais. Parce que je savais que n'importe comment il faisait exprès de me gêner et de mettre des coups de frein pour que je tape dans sa roue arrière. Je savais à l'appel d'un saut, il se mettait là et puis il freinait juste avant. Je savais de quoi il était capable, mais bon, je savais aussi que n'importe si le fait de l'énerver en lui criant dessus ou n'importe quoi, je savais que ça allait le perturber, que ça allait l'énerver et qu'il allait être agressif. Et quand tu es agressif, tu fais des erreurs. Donc moi, je joue aussi là-dessus. Après, voilà, on joue avec ce qu'on a, quoi. C'était bon, ça. C'était bon. Voilà, Du coup, tu as côtoyé Jackie aussi, un petit peu avec les nations. Il était entraîneur de l'équipe de France. ouais. Qu'est-ce que tu en as passé? T'as jamais trop travaillé avec? Non. Juste côtoyer. Non, mais côtoyer, mais après, il y a toujours. Voilà, Jackie, ça a été quand même le premier champion du monde français. Donc, Il t'a inspiré aussi Ouais, beaucoup ben, parce que au niveau mondial, il a apporté quelque chose quand même. Il a apporté, surtout en France, quoi. La France, avant Jackie, on était un peu largué, quoi. On avait gagné des grands prix avec Péan et Jean-Jacques Bruno, mais on n'avait pas gagné de championnat du monde. Donc, Jackie, il a quand même bien ouvert la voie là-dessus. Il a un peu ouvert le truc. Après, moi, j'ai emboîté de suite derrière, mais ouais, non, Jackie, ça a été un bon travailleur. C'est-à-dire un mec qui n'a pas forcément énormément, comme tu dis tout à l'heure, de talent, mais surtout travailleur et avec une méthode. Et il était à la bonne école aussi avec Jean-Claude Olivier. Ça filait ça marchait droit. Ça marchait droit, ouais. Après, la dernière question. Alors, tu as eu une carrière multifacette. Si aujourd'hui, avec le recul, tu repartais d'une feuille blanche, qu'est-ce que tu changerais? Ah, je fais pas, moi, je fais pas ce genre de choses. Non? Il n'y a pas des trucs où tu as des regrets? Non, tu peux pas vivre comme ça. Non, mais sans ça. Mais par exemple, la vitesse, tu t'es jamais dit, je suis arrivé trop tard?
J'aurais Non, pu mais essayer plus tôt. tu peux pas parler comme ça. Moi, je m'autorise même pas le fait de. Parce qu'en fait, quand tu prends une décision, tu la prends, ta décision avec l'environnement que tu as au moment où tu prends la décision. Et tu peux pas analyser cette décision avec le recul que la décision est passée déjà. Parce que c'est tricher. C'est comme si tu triches au jeu. C'est Oui, comme si tu joues au ouais, poker t'as et que raison. tu connais les cartes de l'autre. Forcément, tu vas pas prendre la décision. Mais justement, la qualité d'une personne, c'est de prendre la décision au bon moment avec l'environnement que tu as. Donc, après, plus tard, c'est trop facile de dire j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci. Bien sûr, tout le monde peut dire si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais su. Tu joues au loto, une fois que tu as le résultat, tu aurais dit ah, putain, j'aurais dû jouer le 8, le 4 et le truc et j'aurais gagné. Ouais, non. Trop facile, c'est tricher. Ouais, non, C'est mais tricher, t'as tu raison, triches. t'as raison. Donc c'est pas possible. Et tu peux même pas rentrer là-dedans parce qu'au moment où tu rentres là-dedans, tu te triches à toi-même. Donc pour moi, c'est inconcevable de penser comme ça parce que au moment où tu as pris la décision, il fallait que tu la prennes avec les connaissances que tu avais à ce moment-là et tu as essayé de faire le meilleur choix par rapport aux connaissances que tu avais. Et c'est tout. Tu peux travailler que là-dessus, tu peux pas travailler sur le fait de. Non, mais t'as raison. Après, tu vois, moi, par exemple, pour ma part, je me dis, putain, un rallye, je serais arrivé une année avant ou deux, ça aurait changé beaucoup de choses. Et comme tu dis, c'est comme ça, tu vois. Ouais, La décision... c'est pour ça que je suis très intransigeant avec les pilotes avec qui je travaille, des fois trop, mais je leur dis toujours, ta chance, tu l'as maintenant. Ta fenêtre de tir, elle est maintenant. Elle n'est pas dans 2 ans. Ouais. Ta chance, tu l'as maintenant. Donc, fais tout ce que tu peux faire. Tout ce que tu as, il faut le donner maintenant. Parce que sinon, après, ta fenêtre de tir, tu l'auras plus et tu le regretteras. Quoi. Tu vas dire, mais si j'avais su, à ce moment-là, j'aurais fait ça. Ouais. Mais ça marche pas, parce que c'est trop tard. Tu vois, un mec qui a beaucoup évolué, c'est Yves de Maria. Yves de Maria, aujourd'hui, voilà, il est coach, il travaille bien, mais il travaille sur les erreurs qu'il a fait. Ouais, Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Parce que je vais être un peu ironique, mais s'il avait mangé moins d'Haribo pendant qu'il roulait, il aurait été 100 fois meilleur. Non, mais au moment où il a fait, il était dans ce mode-là. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience que ta chance, tu l'as maintenant. C'est à toi à mettre tout ce que tu as pour pouvoir l'optimiser au maximum. Parce qu'après, c'est trop tard. Carrément. Après, c'est trop tard. Très bonne analyse. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, tu prends les pilotes, tu prends par exemple Combial, sa fenêtre de tir, elle est maintenant. Ouais. Voilà, il y a une fenêtre là, il est pilote officiel, il a une bonne moto, il a une bonne équipe, il a tout ce qu'il faut, il a fait une année d'apprentissage, boum, c'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant. Et si tu rates là, c'est fini, tu vas faire autre chose. Mais ta fenêtre de tir là pour les US, elle est là. Carrément. Donc voilà, et ça, il faut en prendre conscience pour pouvoir justement donner. C'est ce qui te permet de faire le travail nécessaire, de faire l'effort nécessaire pour te concentrer et pour optimiser ce moment-là, quoi. C'est comme quand tu joues au tennis. Tu joues au tennis, tu peux échanger des points, mais à la fin du jeu, tu as les points importants. Et tu peux regarder dans les statistiques de tennis, des fois, tu as un mec qui a gagné plus de points que l'autre, mais il n'a pas gagné les bons points et il perd le match. Et il perd le match. Ouais. Il perd le match. Donc, en fait, tu peux être très bon, mais si tu n'as pas fait l'effort au bon moment dans ta carrière, t'es passé à côté. T'es passé à côté. Ouais. Et tu n'as pas gagné ce qu'il fallait. Voilà. Et du coup, alors toi qui as la bonne vision des US et tout ça, Jet Lawrence, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, c'est déjà, d'un point de vue pilotage, contrairement à tout ce que tout le monde veut penser, il n'a rien inventé. Parce que David Bailey, il faisait ça il y a 40 ans. Ah, mais je suis d'accord. Ronnie Lechine, il faisait ça il y a 30 ans. Moi, je faisais ça il y a 30 ans. Certains l'ont eu fait, voilà, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, il n'a rien inventé. Moi, forcément, ce qu'il fait, ça me fait plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. On voyait un peu, depuis l'arrivée du 4 temps, on voyait pas mal de mecs qui faisaient de la muscu et qui s'accrochaient au guidon et qui accéléraient parce que les motos, elles encaissaient un peu mieux les chocs et tout ça. Ouais. Le moteur était quand même, tu arrivais à garder plus de traction. Donc du coup, t'accrochais au guidon, ça marchait aussi. T'as le pied qui traîne, c'est pas très grave. Ça marchait aussi. L'exemple, il est Barcia. Barcia, il est toujours un peu chiffon. Ouais, mais un peu avec du physique, un peu si, ça passe. Bon, avec le temps qui passe, ça passe de moins en moins bien. mais en tout cas, ça peut passer pendant un certain moment. Mais moi, ça me fait plaisir à voir, parce que tu dis, putain, le mec, il refait un peu les styles un peu anciens, Bailey, Lechine, GMB.
Et ça marche aujourd'hui avec des motos modernes. Donc moi, forcément, ça me fait plaisir et j'apprécie. Et en même temps, c'est beau à regarder parce qu'il va chercher des petits gestes techniques qui lui permettent de faire des trucs où il gagne un peu de temps, ou même des fois, il ne gagne pas de temps, mais il garde un peu d'énergie. Donc ouais, c'est super beau à voir. Donc déjà ça. Et après, il y a le côté entourage. Et là franchement, il a fait tout juste. Avec sa famille, ils ont fait tout juste. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils ne se sont pas mis dans le moule américain, ils ne sont pas allés s'entraîner avec Baker. Ils ont déjà acheté un endroit pour aller s'entraîner. Donc ils ont acheté un complexe avec la maison et un terrain. Ils se sont dit, bon voilà, au moins on a la maison, on a l'endroit pour s'entraîner. Bon, maintenant on va s'entraîner avec qui? Ils ont regardé un peu, voilà, hop, lui. Ils ont dit, ah putain, Johnny O'Mara quand même, bon physique, le mec il fait du VTT, il est champion en master, il a une caisse de folie. En pilotage, quand tu regardes les anciennes vidéos, le mec il est pas trop mauvais, il est très bon, il a vu David Bailey, il a vu tout ça. Il a quand même une bonne analyse du truc, allez on va l'appeler quoi. Parce que Johnny, c'était pas son métier, quoi. Il le faisait plus depuis longtemps. Et là, je trouve ça très intelligent, tu vois, d'avoir fait appel à un mec comme ça, qui est bon en entraînement physique, qui est bon à regarder les pilotes sur la piste, qui est très technique. Et voilà, c'est super smart en fait ce qu'ils ont fait. Et ils ne se sont pas retrouvés dans le moule chez Baker pour faire le physique, tout ça. Et ça, voilà, moi je le vois. Je l'ai vu et ça, c'est bien à voir, c'est bien, ils ont bien fait, ils ont bien géré. Donc il y a le côté pilotage où il est bon, et ils ont su aller chercher les compétences au bon endroit et les prendre avec eux. Voilà. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de la réussite aussi. Non, top. Mais c'est super intéressant parce que tu sais, aujourd'hui, la facilité, un de mes meilleurs amis, c'est Bruni. Tu as fait du VTT aussi, on n'en a pas parlé. Et Bruni, en fait, l'exemple parfait, c'est qu'on parle beaucoup de technique. Là, il a 2 jeunes qui arrivent, qui commencent à faire mal. Et en fait, je dis, qu'est-ce que tu penses de Roxen? Il me dit, ah, c'est un gars, il est talentueux. Non, il travaille comme un chien, l'allemand. Oui. Et là, tu vois, je leur dis, il me dit, ah, t'as vu Lorenz et tout? Je vois, mais Lorenz, d'après moi, les heures de moto qu'il doit faire et de technique, il est pas né comme ça, il est allé le chercher. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, il est allé le chercher, il a eu un entourage qui a permis de le développer, qui a mis le doigt dessus, tout ça. Donc, tout ce travail, la réussite, ça peut arriver par coup de chance, ça peut arriver, mais c'est très rare et ça dure pas longtemps généralement. Non, la chance, elle n'existe pas. Quand il y a une réussite qui est comme ça, qui est répétée souvent, c'est que derrière, il y a quelque chose. Donc après, toi qui as roulé Yamaha, Marlboro, qui a fait la pole en GP, on peut pas dire que tu as de la chance. Ben non, là, je savais rien. Ben oui, non, mais tu allais le chercher. Je suis arrivé, j'avais 23 ans, j'avais jamais roulé sur une moto, j'avais jamais roulé sur un circuit. Quand je l'ai dit au début, j'ai dit à un mec, l'année prochaine, je vais faire les Grands Prix. Parce que tu avais eu une white card à Manicourt pour rouler en 250. Mais avant ça, donc c'était en 91. 91, donc je roulais déjà en Supercross, j'étais champion en Supercross. J'avais acheté une 600 CBR pour m'entraîner. Donc j'avais une 600 CBR à la maison. Et un jour, je vais à Willow Spring. Willow Spring, c'est un circuit à 2 heures de Los Angeles. Et j'appelle le mec du circuit. Je dis, ouais, je vais rouler. Ouais, bien, aujourd'hui, il n'y a pas de voiture qui roule. Tu peux rouler demain matin. Ok, donc je viens, je roule. Et il vient me voir. Il me fait, écoute, là, il y a des voitures qui veulent rouler ce matin. Mais par contre, on a un autre circuit à côté. Mais il y a Eddie Lawson. Donc Eddie Lawson, il roulait en Grand Prix 500 pour Kenny Roberts. Il y a Eddie Lawson qui roule avec son karting, et il a loué le truc, mais ça ne le dérange pas si tu vas rouler là-bas avec lui. Donc j'ai dit, ok, je vais rouler là-bas. Donc je vais rouler, il y avait Eddie Lawson qui roulait avec son karting, et moi j'avais ma 600 CBR. Et au bout d'1 heure, il vient me voir, il fait, non mais, tu fais quoi avec ta 600 CBR? J'ai fait, dans 2 ans, j'ai envie de faire les Grands Prix. Et Eddie, là, il me regarde, il fait, mais... Toi, t'es fou. Mais il me dit, mais t'imagines pas le niveau qu'il y a en Grand Prix, tu vois? Et je dis, mais si, justement, c'est pour ça que je m'entraîne. Et là, il a éclaté de rire, tu vois. Ouais, bonne réponse, quoi. Bonne réponse. Et la fois d'après que je le revois, je suis pilote chez Kenny. Et donc, je suis sur une 500 de Grand Prix. J'avais pas fait la pole ce jour-là, c'était au Grand Prix de France, mais j'étais 6e temps. Et là, il me dit, je me rappelle ce que tu m'avais dit. Hein. Tu voulais faire les Grands Prix. Et on est 4 ans après, t'es là, quoi. Il t'a fallu combien de temps à peu près, juste pour avoir une notion de temps? Du moment où tu as eu l'idée, tu as commencé à rouler en vitesse? En fait, si tu regardes bien, j'ai commencé à rouler en vitesse en 91, donc avec une 600 CBR sur un circuit. Je suis passé en vitesse en 93 en 2,5. J'ai roulé 3 ans en 2,5, et après j'étais en 500. Donc en 4 ans. 4 ans, j'étais en Grand Prix 500. Putain, ouais. Donc voilà, mais après,
Après, voilà, je me suis entraîné, j'ai fait du super motard, j'ai fait de la piste, voilà, j'arrêtais pas. J'arrêtais pas. Non, non, Je mais roulais en carrément. vitesse. Après, en fait, on voit vraiment que quand tu as décidé de faire quelque chose, tu penses qu'à ça et tu fais que ça. Ben, c'est. L'éducation qui t'a fait ça. Même t'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix parce que quand je te dis, tu optimises tout, mais quand tu veux optimiser quelque chose, la première des choses, c'est te concentrer sur un objectif. C'est la première des choses à faire. Quand tu veux réussir quelque chose, la première des choses, c'est de dire, bon, ben, ok, j'ai envie de faire ça. Déjà, tu te concentres. Parce que si tu commences à regarder partout et à te laisser distraire par tout ce qu'il y a autour de toi, c'est un peu le problème aujourd'hui avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Tous les jeunes, ils ont tendance à être tellement distraits qu'en fait, ils oublient pourquoi ils sont là presque. Ouais. La raison principale, mais là on en revient au pourquoi tu fais ça. Et donc du coup, la concentration et la concentration sur ce que tu as envie de faire, elle est quand même hyper importante. Donc ça c'est un côté qui est super important. Non, non, mais carrément, merci beaucoup pour le partage d'expérience, Ouais, ta vision des choses, et ben, un de ces jours. Ouais, à Merci bientôt. Jean-Michel. Ciao, ciao. Ciao.